Je vous présente Roselane Fleury-Bailly, professeure de psychologie environnementale à Nantes Université. Merci, Roselane, d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous parler donc de crise climatique en adoptant donc un angle d'approche qui est un angle d'approche tourné vers la prise en compte des freins et des leviers psychologiques et psychosociaux. Donc je vais essayer, tenter de vous présenter comment à travers les travaux qui sont menés depuis des décennies dans le champ de la psychologie, comment certains freins, certains leviers ont pu être identifiés, des leviers, des freins à la prise de conscience, à l'action individuelle et collective. Alors, très rapidement, peut-être pour resituer les choses, la lutte contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est on le sait très bien, un défi majeur auquel nous sommes tous confrontés au cours de ce 21e siècle. C'est un défi majeur parce que ce dérèglement climatique génère et va générer des transformations profondes, des transformations des territoires, des transformations des écosystèmes, des transformations économiques, des transformations sociétales. Dans son 6e rapport d'évaluation qui est paru en 2022, donc le GIEC pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a annoncé que la limite de 1,5 degré de réchauffement qui a été fixée par l'accord de Paris pourrait finalement être atteinte d'ici 2030, c'est-à-dire 10 ans avant ce qui avait été prévu dans le précédent rapport du GIEC. Ce que nous disent également les experts du GIEC dans ce rapport, c'est que sans adaptation de la part des sociétés, de la part des gouvernements, de la part des individus, des situations qui jusqu'à présent étaient malgré tout encore réversibles risquent de ne plus l'être. C'est-à-dire qu'on risque de se trouver confronté à des dommages qui seront des dommages irréparables au niveau des écosystèmes, etc. Donc, alors, ces experts, alors que ce soit les experts du GIEC, mais également les scientifiques qui travaillent depuis des décennies sur la question, finalement ont très bien montré ce lien entre changement climatique et accentuation du nombre d'événements climatiques majeurs, de phénomènes extrêmes, comme les incendies géants auxquels on est confronté de plus en plus fréquemment dans toutes les régions du globe, des vagues de chaleur, les sécheresses à répétition, les submersions marines, inondations, etc. On sait très bien maintenant qu'effectivement ce dérèglement climatique génère ses conséquences. Alors, des conséquences tout près de nous, en France, on a tous vécu l'été 2022 a été un témoignage criant de ces effets du dérèglement climatique, des effets qu'il peut générer principalement en termes de jeunesse d'incendies de forêt, de sécheresse, en termes de canicules, puisqu'on a enregistré des records de canicules impressionnants. Alors, donc, des impacts, les impacts que je viens de citer, mais ne pas oublier également des impacts qui sont des impacts, en particulier, on a tendance là à les oublier, des impacts sur la biodiversité. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, bien entendu, des impacts sur les cultures, etc. Et puis, plus loin de nous, l'été dernier également, et ce sont quelques exemples parmi d'autres, des inondations
qui sont qualifiés les pires de l'histoire du pays au Pakistan. Cet hiver, une vague de froid impressionnante aux États-Unis. Donc on voit bien qu'effectivement ce dérèglement climatique, finalement, enfin ce réchauffement, c'est un dérèglement, c'est-à-dire qu'en fait les conséquences sont des conséquences qui vont intervenir sur les différents vecteurs du climat finalement, hein, que ce soit des vagues de froid, des canicules, etc. Alors, pour essayer de répondre, d'agir, on a deux possibilités finalement, deux fronts qui sont à considérer. Le front de l'atténuation et le front de l'adaptation. Et généralement, ce qu'il faut tenter de faire, c'est essayer de considérer les deux conjointement. Quand on parle d'atténuation, c'est pour faire référence aux actions qui vont avoir pour objectif d'atténuer l'ampleur du réchauffement, c'est-à-dire atténuer, essayer de réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre, ou essayer de les capturer, de les séquestrer, hein, en augmentant la quantité de puits carbone, par exemple, etc. Ça, c'est le versant de l'atténuation. Le versant de l'adaptation, comme son nom l'indique, va viser les actions qui vont nous permettre de nous adapter, permettre aux individus, aux sociétés, aux populations de s'adapter à ce climat qui évolue. Hein, à ce climat qui évolue en se caractérisant par des phénomènes extrêmes beaucoup plus violents et fréquents. Et donc, sur ces deux versants, atténuation, adaptation, on identifie des freins et des leviers psychologiques qui vont effectivement permettre, qui vont soit faciliter l'adoption des comportements individuels et collectifs, que ce soit atténuation ou adaptation, soit les freiner. Et en psychologie environnementale, on va s'intéresser justement à essayer d'identifier ces freins et ces leviers. Alors, ces processus psychologiques et psychosociaux qui jouent un rôle en fait dans l'adoption de ces comportements, ils jouent un rôle aussi bien au niveau de l'action individuelle, hein, chacun d'entre nous effectivement, on va avoir la possibilité, on peut développer des comportements. Hein, quand on trie ses déchets, quand on va y revenir, donc des comportements pro-environnementaux ou écologiques. Mais ils vont également intervenir au niveau de l'action collective. D'accord ? L'action collective, c'est l'action qui va s'engager dans le cadre d'un groupe social, en fait. D'accord ? Donc, une action, mais qui est faite, finalement, d'actions individuelles, forcément, puisqu'un groupe est fait d'individualité. Alors, quand on parle d'atténuation en psychologie, on va désigner le phénomène sous des terminologies diverses. On va parler de comportement écologique. On peut parler également de frugalité, de comportement de frugalité. On peut également aborder la thématique sous l'angle de l'altruisme et de la solidarité. Donc là, on est plutôt sur le versant des valeurs. On en reparlera tout à l'heure. Idem pour l'équité. Je vous ai noté deux définitions. Hein. Un comportement pro-environnemental, qu'est-ce que c'est ? C'est un comportement adopté par un individu qui décide de façon consciente de minimiser ses impacts négatifs sur les milieux naturels et construits. Alors, on peut aussi considérer, donc dans cette définition, on précise de façon consciente. Voilà. Donc, volontairement, l'objectif, la motivation du comportement, c'est de minimiser les impacts négatifs sur les milieux naturels, etc. Maintenant, on peut aussi considérer qu'un comportement qui n'est pas
motivés par une attitude, une conscience environnementale en amont, mais plutôt motivés par des enjeux économiques, par exemple, de réduire sa consommation d'énergie, on peut considérer que l'effet sera le même. D'accord ? Bon. Un comportement durable, ou un ensemble d'actions efficaces, délibérées et anticipées qui ont pour résultat la préservation des ressources naturelles, y compris l'intégrité des espèces animales et végétales, ainsi que le bien-être individuel et social des générations humaines actuelles et futures. La question du bien-être ici est importante, on y reviendra tout à l'heure également, des générations actuelles, mais également s'inscrire dans une temporalité qui nous amène à prendre en compte les générations futures. Alors, ces comportements qui s'inscrivent donc plutôt sous l'angle de l'atténuation. On a l'habitude de différencier différentes catégories de comportements qui ne se positionnent pas au même niveau, vous allez le voir. Des comportements qui vont influencer les processus de production dans une entreprise ou dans une usine, par exemple. La direction qui va décider de modifier ses process de production pour faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre de carbone soient moindres, ou que l'usine rejette moins de rejets polluants. Donc ça, c'est la première catégorie. On peut également considérer des comportements de participation active à une organisation, à une manifestation de défense de l'environnement. Troisième possibilité, une participation, mais qui cette fois-ci n'est pas forcément active, qui va plutôt relever du soutien. Soutien d'organisation, soutien d'associations de défense de l'environnement. On peut signer une pétition, on peut soutenir des mesures politiques en votant, par exemple. Et puis, la sphère des comportements qui sont développés dans la sphère privée, au domicile, par exemple, qui vont relever des choix de mobilité, par exemple, qui vont concerner la maîtrise de la consommation d'énergie, d'eau, le tri des déchets, etc., etc. Les choix alimentaires, ça c'est important également. Et donc, sur ces différents axes, on va finalement retrouver des facteurs qui vont soit inhiber, soit faciliter les comportements. Alors, ça c'était le versant de l'atténuation. Je vais revenir ensuite sur ces différents facteurs. Concernant l'adaptation, alors l'adaptation, donc ce sont aussi des comportements qui peuvent être des comportements individuels ou collectifs, qui peuvent amener à s'adapter, par exemple, aux îlots de chaleur en ville, quand on a affaire à une canicule, quand on vit un épisode de canicule, s'adapter à des sécheresses de plus en plus fréquentes. On a vu l'été dernier, je vous ai mis des photos, présenté des photos tout à l'heure, la Loire qui était à sec, j'en ai vu ça dans plusieurs villes. C'est s'adapter à la raréfaction de la ressource en eau avec des conflits d'usage qui commencent à apparaître. Aux incendies et à des phénomènes extrêmes du type ouragan, sans oublier, dans notre région, on est fortement impacté par ces risques-là, par les risques littoraux, en particulier les risques de submersion et d'érosion. Alors, que ce soit du côté de l'atténuation, donc la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, ou du côté de l'adaptation,
ce que l'on va cibler finalement, c'est un changement de comportement. On change de comportement. Hein. Donc, changer de comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un point de vue psychologique, en amont, on a pris la décision à un moment donné de changer de comportement. Alors, changer de comportement une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne veut pas non plus dire que le comportement est susceptible de perdurer dans le temps. D'accord? Donc ça, c'est une autre question. Et donc, cette décision, elle est dépendante de tout un tas de facteurs. Elle est dépendante de facteurs individuels, des facteurs de personnalité, qui peuvent relever des valeurs que l'on a intégrées, qui peuvent relever de nos attitudes, qui peuvent relever de notre conscience écologique. Ces facteurs individuels vont également intégrer la question des émotions, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Marie-Christine a mis l'accent tout à l'heure sur la question de l'anxiété, donc je vais y revenir. Des facteurs contextuels. Alors, les facteurs individuels sont importants, par contre, il ne faut pas uniquement se centrer sur ces facteurs individuels. Hein. Et c'est bien pour cela qu'en psychologie sociale et environnementale, on ne cible pas uniquement les processus individuels, on cible aussi les processus psychosociaux et sociaux. Donc les facteurs contextuels, le contexte social, qui peut effectivement être facilitateur ou pas, on y reviendra, le contexte politique, idem, et le contexte institutionnel, j'y reviendrai tout à l'heure, et des facteurs qui sont psychosociaux ou sociaux, la pression sociale par exemple, c'est le principal facteur qui va jouer, c'est-à-dire que quand on est entouré de personnes qui agissent d'une façon spécifique, ça va favoriser, ça va faciliter les choses pour adopter un comportement. Et ça va permettre in fine que des normes sociales se mettent en place dans ce sens-là. Et un autre facteur sur lequel je souhaitais mettre l'accent, qui est le facteur de perception du risque. Parce que c'est bien de risque dont il s'agit, d'accord ? Et finalement, ces risques, les risques qui sont générés par le dérèglement climatique, on va les évaluer, on va les percevoir, on va se les représenter, d'accord ? Et c'est cette représentation, cette évaluation de ces risques cette représentation, cette évaluation du risque va participer à un moment donné à la décision que l'on va prendre de changer de comportement vers un comportement d'atténuation ou d'adaptation, ou les deux. Alors, les émotions, donc un facteur individuel. Spontanément, quand on parle de changement climatique, de dérèglement climatique, hein, je vous ai présenté un certain nombre de photos tout à l'heure, quelles émotions cela génère chez chacun d'entre nous? Ça peut générer des émotions diverses et variées, ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de l'anxiété, de la culpabilité, de la colère, etc. Donc tout un panel d'émotions. Ces émotions, alors ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elles sont étudiées en sciences humaines et sociales, en psychologie en particulier. Je souhaiterais mettre l'accent sur une étude qui est sortie en 2021, qui est une étude qui a fait pas mal de bruit, dont on a pas mal parlé dans les médias. Une étude, alors c'est ce qu'on appelle une étude multicentrique dans notre jargon, parce que c'est une enquête d'envergure, hein, une grosse enquête qui a été menée dans 10 pays, des pays du Nord et des pays du Sud, hein, le Brésil, Inde, en passant par le Nigeria, la France, les États-Unis, etc. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a ciblé des jeunes de 16 à 25 ans.
Et ce que montre cette étude, c'est que 60% d'entre eux se disent inquiets ou très inquiets face au changement climatique. Près de la moitié, 45% si je me souviens bien, déclarent souffrir, hein, on n'a pas mesuré les symptômes, hein, c'est de l'auto-rapporté, donc déclarent souffrir de symptômes qui affectent leur vie quotidienne, des symptômes qui vont affecter la qualité de leur sommeil, qui vont affecter leur motivation à poursuivre leurs études, voilà, leurs loisirs, etc. Et 75% pensent que l'avenir est effrayant. Donc, des résultats qui sont assez criants et qui font écho à un fait qui est rapporté par un certain nombre en particulier par des psychologues et des psychiatres, qui ont remarqué qu'après l'arrivée d'un phénomène climatique extrême, par exemple l'été dernier et ses vagues de canicule, après une publication d'un rapport du GIEC, par exemple, ils enregistrent un pic de consultation. Un pic de consultation, donc avec plus de patients qui viennent consulter dans leur cabinet, en particulier des patients jeunes qui font état de divers symptômes anxieux. Alors, donc, ce phénomène, cette anxiété qui est générée par le changement climatique, on a l'habitude de le désigner par le terme éco-anxiété. Alors c'est un terme, bon, il faut être vigilant avec l'utilisation de ce terme parce que on commence à l'utiliser un petit peu à toutes les sauces, voilà, ça commence à être un petit peu galvaudé, on ne sait plus trop exactement de quoi on parle, mais en même temps, c'est un terme qui a été utilisé dans la littérature scientifique depuis de nombreuses années, qui n'est pas nouveau. C'est par exemple Susan Clayton, qui est une psychologue états-unienne qui en a parlé, qui a parlé d'éco-anxiété il y a déjà un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, en qualifiant cette éco-anxiété de peur chronique d'un effondrement environnemental. C'est une notion qui rejoint une notion que l'on connaît moins, dont on parle moins dans les médias, qui est la notion de solastalgie, qui a été développée par le philosophe australien Glenn Albrecht en 2007, qui définit cette solastalgie comme la détresse psychologique causée par le changement radical d'un environnement familier. Il prend en particulier l'exemple des écosystèmes australiens qui sont détruits par ces grands feux de forêt. Donc, on parle d'éco-anxiété, mais au-delà de l'éco-anxiété, il existe tout un panel d'émotions. Tout un panel d'émotions qui sont susceptibles d'être induites par ce phénomène. Alors, ce sont les résultats de ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une étude qui va réunir plusieurs études scientifiques, synthétiser en fait les résultats de toutes ces études et qui donc nous permet de résumer, si on peut dire, les plusieurs dizaines de travaux. Et donc, ce que montre cette méta-analyse en 2022, c'est que finalement, les travaux qui font le lien, qui essaient d'identifier les émotions associées au dérèglement climatique, alors vont, rien d'étonnant, majoritairement mettre en avant et identifier des émotions négatives, la peur, l'inquiétude, cette fameuse éco-anxiété, la tristesse, le chagrin, la colère également, mais également la culpabilité et la honte. Et puis, des travaux qui, malgré tout, et ce sont surtout des travaux qui concernent le versant de l'adaptation, qui vont malgré tout mettre en avant des émotions plus positives, l'espoir, le sentiment d'autonomisation, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, c'est le sentiment d'avoir la capacité d'agir, en fait. Alors, ces émotions, le lien entre émotion et changement climatique, il va être considéré, il va être étudié sous deux angles d'approche en psychologie. Un angle d'approche
qui va amener les chercheurs à se demander comment ces émotions, et en particulier l'anxiété, les émotions négatives, générées par ces phénomènes, sont susceptibles d'impacter la santé mentale des populations. Alors, c'est une approche qui est plutôt une approche développée dans le champ de la psychologie clinique ou de la psychiatrie. Ça n'est pas du tout mon domaine, donc je ne vais pas cibler ce type d'études ce soir. Et puis, une seconde approche qui, finalement, nous amène à nous demander comment ces réponses émotionnelles peuvent impacter le désir de s'engager dans l'action, que ce soit individuellement et ou collectivement. Donc les questions que l'on va se poser, est-ce que ces émotions sont plutôt paralysantes en termes d'engagement écologique, en termes d'engagement dans des actions, ou est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas peut-être considérer, ce sont les deux hypothèses que l'on peut poser, que ces émotions auraient peut-être un effet positif sur ces comportements écologiques, sur ces actions individuelles et collectives d'atténuation ou d'adaptation, toujours sur l'un ou l'autre des deux versants. Alors, comme je vous l'ai noté ici, on n'a pas de consensus pour le moment au niveau scientifique, c'est-à-dire que on a identifié le phénomène depuis, ces émotions associées au dérèglement climatique depuis quelques décennies. Les travaux sont de plus en plus nombreux, mais on n'a malgré tout pas de consensus qui pourrait nous amener à dire, de façon arrêtée, claire et nette, cette émotion, oui, elle va favoriser l'adoption des comportements pro-environnementaux, etc. À l'inverse, cette émotion, il viendrait plutôt le freiner. On n'est pas du tout sur un consensus de ce type-là. Ce que l'on peut simplement, effectivement, à l'heure actuelle, c'est mettre l'accent sur un certain nombre de travaux. Là, j'ai pris 3-4 exemples d'études. Une étude qui a été menée en Europe du Nord, en Suède et au Danemark, qui nous montre que les émotions qui relèvent de l'espoir et de la culpabilité peuvent agir comme des catalyseurs qui finalement pourraient transformer une peur, une anxiété, qui elle serait potentiellement paralysante, en une colère orientée vers l'action. Donc on a de l'anxiété, et finalement ça va générer de la colère qui peut être orientée vers l'action, tout ça en transitant, en étant catalysé par l'espoir et la culpabilité. Un autre exemple, une étude qui a été menée en Australie récemment, qui cible l'émotion colère, et donc qui parle d'éco-colère, pour faire référence à l'éco-anxiété, qui montre que l'éco-colère prédirait de meilleurs résultats en matière de santé mentale, comparé à l'éco-anxiété ou à l'éco-dépression. Bon, ça n'a rien d'étonnant, effectivement, que la colère soit malgré tout plus protectrice que l'anxiété ou la dépression, du point de vue santé mentale. Elle montre également, cette étude, que l'éco-colère permettrait, ça reste à confirmer, de prévoir un plus grand engagement dans l'action collective, comparé à l'éco-anxiété. Et puis des travaux qui vont cibler donc la culpabilité que l'on peut ressentir, avec des résultats qui mettent en lumière un effet positif en termes d'implication vis-à-vis de l'environnement, de cette émotion. Alors, finalement, ces émotions, l'éco-anxiété, mais les autres également, est-ce que ce ne serait pas finalement pertinent de les considérer plutôt que de les pathologiser, par exemple, plutôt que de considérer que l'éco-anxiété
est un problème. Bon, après, ça peut, hein, quand effectivement on a affaire à des niveaux d'anxiété très importants, ça peut effectivement devenir un problème, pathologique. Mais malgré tout, quand on est confronté à des niveaux, entre guillemets, normaux, voilà, d'anxiété, est-ce que ce ne serait pas plutôt une réponse rationnelle, logique, face à une urgence climatique dont on est conscient finalement? Est-ce que ces émotions ne permettraient pas, toujours au conditionnel, puisque je précise que voilà, on n'a pas, les travaux sont en cours, hein, est-ce qu'elles ne permettraient pas de sortir du déni, de se confronter à la réalité, de devenir du même coup un levier d'action, un levier de transformation, et d'accompagner finalement une prise de conscience des enjeux en poussant à l'action individuelle et collective, et à la modification des comportements, modification des comportements de la vie quotidienne, mais pourquoi pas engagement associatif, politique, militantisme. On a vu par exemple, on peut prendre l'exemple des actions militantes qui sont peut-être, alors ça c'est peut-être une supposition de ma part, on n'a pas été vérifié scientifiquement en menant des enquêtes, etc., mais qui sont peut-être impulsées par une certaine colère, ces jeunes militants qui vont par exemple effectuer des jets de nourriture sur des œuvres d'art. Bon. L'adoption également de modes de vie alternatifs. Hein. Voilà, un développement des écolieux, des éco-hameaux, etc. Alors, donc on a parlé des émotions. Tout à l'heure, j'ai mis l'accent également sur la question du risque. Comment ce risque est évalué, comment il est représenté, comment il est perçu. Un résultat ici qui est issu d'une enquête, c'est le baromètre 2021, perception des risques et de la sécurité par les Français, de l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et on a ici les réponses à une question. En France, parmi les sujets actuels suivants, lequel est selon vous le plus préoccupant ? Alors, ne pas oublier qu'effectivement, l'enquête a eu lieu en novembre 2020, c'est-à-dire en pleine pandémie. En pleine pandémie de Covid-19. Donc, en effet, le premier sujet qui arrive, enfin, le sujet qui arrive en tête, c'est la question de la santé, ce qui paraît tout à fait évident et logique. Ensuite, arrive le terrorisme et, en troisième position, le dérèglement climatique. Alors, ce risque, ces risques plus exactement, comment est-ce que l'on va les considérer avec nos méthodes et nos théories en psychologie ? On va distinguer le risque. Alors, j'ai précisé en psychologie, mais je précise malgré tout que tous les travaux sur la modélisation, de l'évaluation du risque, etc., ce sont des travaux pluridisciplinaires qui ont été menés dans pas mal de champs des sciences humaines et sociales et qui ont démarré avec des travaux de modélisation du risque financier par les économistes. Donc, on différencie le risque évalué par les experts du risque évalué par les non-experts. Les non-experts, alors l'expert du risque, c'est par exemple le médecin, si on a affaire à un risque sanitaire par exemple, le climatologue pour un risque associé au climat, etc. Et le non-expert, eh bien, c'est le citoyen lambda qui n'est pas expert du risque. L'expert, il évalue le risque sur la base de données scientifiques ou techniques, des données dont il dispose. Et ça peut, malgré tout,
être compliqué pour lui, hein, si on est dans une situation de non-consensus scientifique. Bon. L'évaluation du risque par le non-expert. Comment va s'y prendre le non-expert pour évaluer ce risque? Il va utiliser des informations qui lui viennent, qui peuvent venir des médias, qui peuvent lui venir des interactions qu'il a avec ses proches, avec ses collègues, avec les gens qu'il fréquente au quotidien, en fait. D'accord ? Et finalement, assez peu d'informations qui seront des informations scientifiques ou techniques. Ou alors, à travers le prisme des médias. Et donc, ça va amener à ce que le risque perçu finalement par la population, par les non-experts, puisse différer du risque perçu par l'expert, forcément. Ça peut également amener à considérer que les attitudes et les comportements qui découlent finalement de cette perception du risque, chez les non-experts, peuvent quelquefois être perçus comme irrationnels, j'ai noté irrationnels, peut-être pas forcément irrationnels, mais pas très pertinents, voilà. Un peu étonnants, un peu biaisés par rapport à la réalité de l'expert. Alors, quand on s'intéresse au risque, on va généralement considérer ce qu'on appelle le risque acceptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va considérer, c'est toujours d'ailleurs inspiré des premiers travaux, qui sont des travaux menés dans le champ de l'économie. On va considérer la balance bénéfice-risque. Gain ou perte, c'est pareil. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer simultanément les gains et les pertes en vue de déterminer des valeurs d'équilibre. Alors, ça, c'est principalement vrai pour les activités qui produisent à la fois des bénéfices et des risques. Une activité qui produit à la fois des bénéfices et des risques, une usine par exemple, qui va effectivement produire des biens, donc là on met des bénéfices, qui peut produire en termes de bénéfices, ça peut renvoyer aux emplois qui sont créés dans une ville, parce que cette usine est hébergée dans cette ville. Voilà. Et les risques, eh bien les risques, ça peut être par exemple des risques de pollution, dégradation de la qualité de l'air, etc. Et donc c'est ce qu'on va appeler le risque acceptable, parce que effectivement, il peut arriver que les bénéfices soient perçus comme plus importants que les risques, pour des habitants qui vont par exemple considérer qu'ils vont sous-évaluer les risques, j'y reviens tout de suite après, les risques liés à une usine par exemple qui est implantée dans une ville, parce que les bénéfices qui relèvent des possibilités d'emploi par exemple sont plus importantes. Et en fait, ce risque acceptable, cette acceptabilité du risque, ça renvoie finalement à un phénomène psychologique qui est centré autour des affects. En fait, premier cas de figure, c'est l'exemple que je viens de donner, que l'on avait d'ailleurs mis en évidence il y a presque une dizaine d'années déjà, dans une étude qui avait été menée en partie sur la ville de Martigues, qui est une ville un petit peu comme Donge, pas très loin d'ici, d'accueillir de très nombreuses industries pétrochimiques. Donc une très mauvaise qualité de l'air et un risque industriel majeur. Et donc, ces habitants de la ville de Martigues, on les avait interrogés et on avait identifié auprès de ces habitants un phénomène très très clair de sous-évaluation et de déni du risque finalement. Voilà, des habitants qui privilégiaient finalement les bénéfices en termes de balance bénéfice-risque. Donc c'est très clairement ce qu'on appelle un phénomène d'acceptabilité
du risque, des bénéfices perçus élevés, ça génère des affects positifs, et donc on va sous-évaluer les risques, ou même quelquefois entrer dans des stratégies de déni du risque. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité du risque. Autre cas de figure, le cas par exemple de l'implantation d'un champ d'éoliennes. On peut imaginer que dans une commune, on a des exemples actuellement, que dans une commune, la population, ou une partie de la population, finalement considère que ces éoliennes vont dégrader l'environnement, vont peut-être réduire l'attractivité touristique de leur commune. Bon. Donc dans ce cas-là, on a des bénéfices perçus qui sont faibles. Ça génère des affects négatifs et finalement un risque perçu élevé, le risque de moindre attractivité de la commune ou de dégradation de l'environnement. D'accord ? Et donc ça peut générer une résistance à l'implantation d'infrastructures ou de projets qui sont des infrastructures ou des projets à but d'atténuation. Sachant que ce phénomène, il est accentué par l'importance que la population accorde au contexte, à l'environnement local. Si on a une population qui est très ancrée dans les lieux, très attachée à son environnement de vie, c'est vrai que l'implantation de ce projet peut bouleverser cette relation au lieu, et donc on va voir apparaître un phénomène de résistance au changement, en fait. Ce qui a été mis en évidence dans de très nombreux travaux. Une étude, par exemple, qui a mis en évidence ce phénomène à propos de parcs éoliens au Pays de Galles, d'un projet hydroélectrique en Norvège. Ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres. Alors, au niveau des facteurs individuels, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'impact des facteurs de personnalité, des valeurs, pouvait jouer. Ça fait référence à un autre type de phénomène, de processus que l'on appelle le dilemme social. Alors ce dilemme social, il est, je vais faire simple, il est à considérer en identifiant 3 axes différents qui relèvent de 3 types de comportements différents. Les comportements de compétition, les comportements tournés vers l'individualisme et les comportements de coopération. D'accord ? Si tout le monde agit en son... Alors comment ça fonctionne, un dilemme social ? Si tout le monde agit en son propre intérêt, donc de façon plutôt individualiste, le bien commun s'épuise. Le bien commun au sens large, ça peut être la qualité de l'air. Si tout le monde se dit « je ne vais pas forcément faire l'effort de prendre les transports en commun, je vais plutôt prendre ma voiture », donc parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus simple, donc on agit en son propre intérêt, le bien commun s'épuise, la qualité de l'air est moins bonne et les gaz à effet de serre augmentent. Donc, ça veut dire que le choix individualiste est plus attractif, mais finalement, chacun retire le meilleur bénéfice si aucun agit de manière individualiste et si tout le monde agit de façon à coopérer. C'est comme ça que ça fonctionne, un dilemme social. Les études montrent que plusieurs raisons peuvent nous amener à ne pas percevoir ou à mal percevoir une situation de dilemme social. On peut tout simplement ne pas forcément avoir conscience du lien de cause à effet. Ça peut arriver. Ne pas avoir conscience du lien entre un comportement et l'effet qu'il va avoir. On peut aussi ne pas bien identifier les conséquences collectives négatives d'un comportement et finalement ne pas bien identifier la gravité de l'accumulation des effets. Le fait que ce soit des comportements qui sont reproduits par un nombre important d'individus qui vont finalement générer ces effets délétères. On peut également
estimer qu'il y a peu de retombées négatives collectives par rapport aux gains individuels. Donc là, on revient à la balance bénéfice-risque dont on a parlé tout à l'heure. Ou estimer que le risque dépend de facteurs qui sont tout à fait externes, sur lesquels on n'a absolument pas de maîtrise, qu'on ne peut absolument pas contrôler, et que donc, effectivement, on ne peut pas agir. Hein, ce qui peut arriver. Et ça ramène à la question du contexte, dont on parlera tout à l'heure. Donc, pour favoriser finalement la coopération, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, en situation de dilemme social, l'objectif, c'est d'essayer de favoriser la coopération. Les travaux montrent que l'idéal, c'est de pouvoir communiquer. L'idéal. Ce n'est pas forcément toujours aussi simple dans la réalité. Hein. En essayant d'informer sur comment agissent les autres, en mettant l'action sur les actions positives des autres, du coup, ça réduit la méfiance vis-à-vis du comportement qu'adoptent les autres. Ça évite de se dire moi je fais des efforts, mais si les autres n'en font pas, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça peut se faire par des feedbacks, par exemple, positifs, voilà, une information. On peut informer sur le fait que les actions de coopération sont cruciales pour préserver la ressource ou le bien commun. Et on peut également informer sur la quantité ou la qualité de la ressource, afin que celle-ci ne soit pas surestimée. D'accord ? Voilà. Et donc, effectivement, ça peut amener à une réduction du caractère incertain de la situation, aussi bien en termes d'action, des actions d'autrui, du point de vue des actions d'autrui, qu'au niveau de l'estimation de la qualité ou de la quantité de la ressource. Et ça peut également amener à la création de normes sociales qui peuvent guider le comportement. Alors, le contexte, bien entendu, il est primordial. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, toute la meilleure conscience, enfin les valeurs les plus altruistes, les plus coopératives possibles. Si le contexte est clairement non facilitateur, ça peut effectivement poser des problèmes. Donc un rôle primordial joué par le contexte, qui va effectivement déterminer largement la volonté, la capacité des individus et des groupes à agir. Alors, c'est déjà dans un premier temps l'adaptation des infrastructures qui peuvent s'avérer plus ou moins facilitatrices. Si on a effectivement des infrastructures au niveau d'une ville qui permettent très facilement de faire son compost ou de collecter ses déchets, c'est beaucoup plus simple que dans les villes qui ne permettent pas d'avoir accès facilement à ce type d'infrastructure. Les pistes cyclables, c'est un exemple très criant. Hein. Si on n'a pas de pistes cyclables, c'est effectivement plus dangereux, plus risqué. Voilà. On est moins enclin à se déplacer en vélo, etc. C'est aussi enseigner et valoriser ces comportements. Et c'est lié, hein, essayer de mettre en place des formations, former les décideurs, former les jeunes. Alors former les jeunes, dans l'enseignement supérieur, à partir de l'an prochain, on va avoir l'obligation, pour toute étudiante ou étudiant qui sort diplômé à Bac+3, que ces étudiantes et étudiants aient validé un module qui sera un module de sensibilisation à la transition écologique, quelle que soit la spécialité de l'étudiant, que ce soit un étudiant ou une étudiante en sciences de la vie et de la terre, ou un étudiant en philosophie, ou en sociologie, ou en lettres. Et bien entendu, le rôle du contexte sociopolitique, à ne pas oublier. Et là, je reviens sur l'étude dont je vous ai parlé au début de mon intervention,
l'étude multicentrique auprès des jeunes, qui a identifié cette étude que, puisque c'était un des objectifs de l'étude, s'intéresser à ce qu'on appelle la confiance dans les institutions, qui a montré que ces jeunes avaient tendance à évaluer négativement les réponses des gouvernements de leurs pays respectifs. Et on a retrouvé, les auteurs ont retrouvé ce résultat pour tous les pays qui avaient été étudiés. Donc, évaluation négative des réponses du gouvernement et plus grand sentiment de trahison que de réconfort. Quand on leur demande quel est le sentiment qui est associé au gouvernement, c'est plutôt un sentiment de trahison qu'un sentiment de réconfort. Autre résultat très intéressant, l'anxiété et la détresse climatique qui ont été mises en évidence sont liées à la perception d'une réponse inadéquate du gouvernement. Et donc là, j'ai repris une citation des auteurs qui nous disent que l'incapacité des gouvernements à réduire, prévenir ou atténuer le changement climatique, et donc là, quel que soit le pays, que ce soit un pays très touché par les effets du dérèglement comme des pays qui le sont peut-être un peu moins, contribue à la détresse psychologique, à la blessure morale et à l'injustice. Et donc ça fait référence à la question de la confiance dans les institutions, en fait. La confiance dans les institutions, c'est la volonté de se fier à ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions, des mesures liées à la gestion de la technologie, de l'environnement, etc. Et donc, si la confiance est faible, ça génère de la défiance. Et cette défiance, elle est susceptible, et ici on reboucle la boucle finalement, elle est susceptible de générer des émotions négatives, anxiété, mais aussi colère, etc. Donc, alors j'ai bien entendu pas été exhaustive, mais j'ai essayé de faire de balayer les principaux facteurs, processus qui sont susceptibles d'impacter ces comportements d'adaptation et d'atténuation. Et ce que je voudrais faire pour conclure, c'est vous présenter un exemple de modalité d'adaptation finalement, un exemple sur lequel nous avons travaillé avec notre équipe dans notre laboratoire, qui va cibler la question de la renaturation des villes. Alors, la renaturation des villes, donc on a travaillé, on a été financé dans le cadre de programmes financés par la Commission européenne, et la Commission européenne a l'habitude de parler c'est les termes qui sont utilisés, de solutions fondées sur la nature. Ces solutions fondées sur la nature, qu'est-ce que c'est ? Ça renvoie à l'utilisation de la nature afin de relever des défis en lien avec le changement climatique, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la gestion des risques, ceci en englobant de façon plus large la prise en compte des modalités de conservation et d'utilisation de la biodiversité. Donc on va considérer la biodiversité de façon transversale. Et finalement, on va essayer d'utiliser ces solutions fondées sur la nature pour s'adapter à ce dérèglement climatique et, in fine, évoluer, faire en sorte que les populations se sentent mieux. Donc, considérer la question du bien-être des populations. Quand on aborde ces questions-là, on va se centrer sur une approche, l'approche classique. Si on parle de bien-être, on parle de santé. La définition de la santé par l'OMS, j'ai souhaité, ça ne va pas très bien, la rappeler simplement pour montrer que ça fait référence à un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une définition de la santé qui se limiterait à l'absence de maladie ou d'infirmité ou de pathologie. Donc on a ces trois versants, mental, social, physique. On va également s'inscrire dans une approche qui est l'approche que l'on appelle l'approche One Health, c'est l'approche Une Santé.
on a l'habitude d'utiliser le terme anglo-saxon, c'est une approche qui a une vingtaine d'années, qui est une approche systémique, intégrée, qui considère à la fois la santé humaine, santé publique, la santé environnementale et la santé animale, aux différentes échelles, locales, nationales et planétaires. Alors, si on revient à cette adaptation par la renaturation des villes. La nature en ville, on peut l'identifier sous différentes formes. Là, j'ai repris la typologie qui avait été proposée, j'aurais dû noter leur nom d'ailleurs, par les collègues avec qui nous avons travaillé dans le cadre de cette étude. La nature en ville, il ne faut pas oublier que ça peut être, ce sont les espaces aquatiques, un fleuve, une rivière, une mare, des surfaces végétalisées, comme les murs et les toits végétalisés. Ça peut, alors bien entendu, renvoyer aux parcs, aux jardins publics, etc. Mais également aux fermes urbaines. On a un certain nombre de fermes urbaines à Nantes, hein, aux jardins communautaires, des jardins collectifs, et à la biodiversité. Biodiversité, que ce soit en termes de faune que de flore. Et donc, l'adaptation en ville, en ciblant la question de la renaturation des villes, hein, peut passer par des effets positifs du point de vue de l'environnement physique, c'est-à-dire que l'utilisation de la nature va contribuer à réduire les îlots de chaleur, par exemple. Et ça, on le sait très bien. Hein. Les travaux montrent très bien que, en comparant des quartiers très artificialisés et des quartiers où il y a beaucoup d'arbres, d'espaces verts, on peut passer j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on a une différence qui peut atteindre 7 à 8 degrés, il me semble. Hein. La qualité de l'air également va être impactée positivement par cette nature en ville. Ça peut également contribuer à atténuer certaines nuisances sonores. C'est aussi la question de l'alimentation. Voilà, ça peut effectivement, à travers les fermes urbaines, l'agriculture urbaine, participer. Je dis bien uniquement participer, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine, mais il y a des controverses sur le fait de considérer qu'on puisse effectivement nourrir une ville uniquement à partir d'une agriculture qui serait une agriculture urbaine. Mais ça peut effectivement participer, les jardins collectifs, les jardins familiaux, et puis la biodiversité également, qui va se régénérer. Donc tout cela, ça va favoriser le bien-être des populations. Alors, cette étude que nous avons menée, donc, ce sont 2 petites études, parmi une étude beaucoup plus large, hein, que je vous présente rapidement. On a dans un premier temps, en travaillant avec des participants qui résidaient à Nantes, hein, on les a interrogés sur leur représentation de la nature en ville. Qu'est-ce qu'ils entendent par, pour eux, qu'est-ce que c'est que la nature en ville? En essayant d'identifier également pour eux quels sont les bénéfices qui sont associés, les bénéfices ou les risques éventuellement, qui sont associés à cette nature en ville. Et alors là, on ne voit rien du tout. Bon, ça va, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer. Ça nous a permis de mettre en évidence, donc, dans la façon dont les individus structurent leur discours, dans ce qu'ils nous disent, puisque c'était une approche qualitative par entretien, hein, on n'était pas sur des questionnaires. Et donc, ce que l'on a montré, c'est que quand ils parlent de nature en ville, ces personnes qui résident à Nantes mettent l'accent sur les liens avec le territoire et la sociabilité. Donc la nature en ville, ça peut favoriser les liens avec le territoire, les liens de sociabilité. Mettre l'accent également sur les pratiques sociales et les pratiques sportives et des activités de loisirs. C'est la catégorie en rose. Alors là, on est plutôt sur les limites
qui sont associés à la nature en ville, mettent également l'accent sur des questions de sécurité, ou plutôt d'insécurité et d'incivilité. La nature en ville, ça peut malgré tout peut-être favoriser certaines incivilités ou un sentiment d'insécurité parce que ça va générer peut-être des territoires qui seront peut-être dont certains groupes qui seront appropriés par certains groupes, voilà, qui ne seront pas forcément... on nous avait parlé par exemple de trafic de drogue, etc. Donc, une classe qui se centre sur ces questions d'insécurité et d'incivilité, et puis deux classes sémantiques ici qui sont imbriquées l'une dans l'autre, qui concernent les liens entre nature et bien-être, c'est-à-dire que l'on met l'accent sur les conséquences en termes de bien-être que peut apporter la nature en ville. Et ça, c'est rattaché à ce qu'on appelle la connexion à la nature, c'est le fait de se sentir finalement proche de la nature. D'accord ? On sent qu'on a effectivement une relation privilégiée avec la nature. Seconde étude, toujours dans le même grand, vaste programme financé par l'Europe, une enquête quantitative, donc par questionnaire, menée dans 7 villes européennes. Alors on a toujours Nantes, Amsterdam, Magdebourg en Allemagne, Szeged en Hongrie, Ankara en Turquie, Albacete en Espagne et Lisbonne au Portugal. Et alors l'objectif, c'était d'essayer d'identifier les facteurs qui seraient associés à une plus grande perception de bien-être, toujours en lien avec la présence de la nature en ville, hein, bien entendu. Alors, ce que l'on a montré, c'est que, bon, ça, c'est pas forcément, on enfonce un peu des portes ouvertes, c'est pas forcément très, très étonnant. Plus on perçoit une quantité importante de nature dans le quartier, plus c'est associé au bien-être. Un autre facteur intéressant qui relève de l'accessibilité à un jardin partagé ou communautaire pour les personnes qui n'ont pas de jardin privé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça met l'accent sur la dimension sociale du bien-être, qui est associée à la possibilité d'accéder, de jardiner dans ces jardins partagés avec les autres et de partager des moments de sociabilité. Troisième facteur, qui relève de cette fameuse connexion à la nature dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire la relation perçue entre soi et l'environnement naturel. Est-ce qu'on a un niveau de connexion, un niveau privilégié, une relation spécifique que l'on perçoit entre soi et la nature, et ce niveau de connexion, plus il est élevé, plus le niveau de bien-être associé finalement à la présence de nature en ville est important. Donc voilà pour l'exemple que je souhaitais vous présenter. Alors pour conclure, simplement peut-être quelques interrogations. On a parlé des différences interindividuelles, hein, ce qui caractérise, les caractéristiques individuelles des émotions, le niveau de conscience écologique, les valeurs, etc. Donc, effectivement, c'est important, mais ne pas oublier le contexte social et le contexte sociopolitique, le contexte institutionnel. Du même coup, ne pas faire peser il ne faut pas culpabiliser les individus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peser sur les individus seuls la responsabilité de l'action. Ça, c'est important. Et c'est important en termes d'action, de prévention, de communication, etc. Attention à ne pas trop orienter la communication environnementale sur la peur. On a parlé d'éco-anxiété, etc. Et ça, on le sait très bien en psychologie sociale, dans le champ de la prévention. Ça a été montré de multiples reprises. Dans le champ de la prévention en santé publique, par exemple. Les messages de prévention
qui vont être axés sur la peur peuvent devenir contre-productifs, le fait d'utiliser ces émotions négatives, si on n'associe pas à ce message qui cible la peur des pistes d'action, si on ne propose pas des pistes d'action qui sont des pistes d'action que l'on va considérer comme, entre guillemets, faisables, quoi, voilà, des pistes d'action qui nous paraissent possiblement envisageables pour nous. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, effectivement, attention à ne pas pathologiser cette anxiété et les émotions associées à la crise climatique. Voilà. Peut-être plutôt les considérer, quand ça ne devient pas pathologique, il ne faut pas non plus les considérer comme un levier à l'action individuelle et collective. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Je vous propose de boire un petit coup et puis après vous préparerez vos questions.